La Coupe d'Afrique des Nations venait tout juste de tirer sa révérence. Les projecteurs s'éteignaient, les stades se vidaient, les images de fêtes, de larmes et de trophées tournaient en boucle sur les écrans du continent. Officiellement, l'heure était au bilan. Une réunion feutrée, à huis clos, dans un cadre institutionnel pensé pour l'analyse froide, les chiffres et les conclusions techniques. Un moment censé refermer le chapitre. Mais derrière ces murs épais, loin des chants des supporters et des caméras de télévision, le football africain s'apprêtait à vivre l'une de ses séquences les plus brutales. Car ce qui s'est joué ce jour-là n'avait rien d'un échange policé entre dirigeants. C'était une déflagration. Une libération de tensions accumulées depuis des années. Un chaos brut, inattendu, presque irréel, dans un décor pourtant taillé pour la retenue et la diplomatie. Le premier à briser le vernis, c'est le président de la fédération nigériane. Il ne contourne rien. Il n'arrondit aucun angle. Il parle droit, frontal, comme on parle quand on estime n'avoir plus rien à perdre. Les mots tombent, lourds, précis, sans appel, irrégularité, tricherie, ingérence, pression. Pas des insinuations. Pas des rumeurs. Des accusations posées là, sur la table, devant témoins. À l'entendre, la CAN a cessé d'être uniquement une compétition sportive. Elle serait devenue, au fil des éditions, le terrain de jeux d'intérêts parallèles, de décisions orientées, de rapports de force politiques qui dépassent largement le cadre du football. Une machine prestigieuse en façade, mais rongée de l'intérieur par des pratiques que beaucoup dénoncent en privé, et que peu osent assumer publiquement. Dans la salle, l'atmosphère change immédiatement. Les corps se crispent. Les regards se figent. Chacun comprend que cette prise de parole n'est pas anodine. Elle brise un tabou. Elle menace un équilibre fragile, bâti sur le silence, les compromis et la peur de l'isolement. Cette déclaration, à elle seule, suffisait déjà à faire vaciller la réunion. À transformer un simple bilan en acte d'accusation. Mais ce n'était qu'un prélude. Car ce qui allait suivre allait dépasser le cadre des mots, franchir une ligne invisible et faire basculer cette réunion dans une autre dimension. Une dimension où la colère prend le pas sur la retenue, où les masques tombent et où le football africain expose, au grand jour, ses fractures les plus profondes. En face, le président de la Fédération royale marocaine, Fouzilja, ne tente même pas de masquer sa réaction. En quelques secondes, la tension monte d'un cran. Le ton s'élève. Le visage se ferme. Puis tout bascule. Sous les yeux des autres dirigeants africains, dans ce qui devait rester une enceinte de dialogue, il perd le contrôle. Les mots fusent violents bruts, inadmissibles dans un cadre officiel. Certains détournent le regard, d'autres restent figés, conscients d'assister à une scène qui dépasse largement le simple désaccord verbal. La situation dégénère. Des chaises raclent le sol. Des corps se lèvent précipitamment. Des responsables s'interposent pour éviter l'irréparable. La bousculade est brève mais suffisante pour faire exploser l'illusion d'ordre et de maîtrise. Puis, soudain, le silence. Un silence lourd, presque étouffant, qui s'abat sur la salle. Un silence qui dit tout, l'incrédulité, la gêne, la honte aussi. À cet instant, chacun comprend que quelque chose s'est brisé. Car ce moment marque un basculement. Ce n'est plus seulement une compétition qui se retrouve fragilisée par des polémiques successives. C'est la crédibilité même de la gouvernance du football africain qui vacille. Une institution censée incarner l'autorité, la régulation et l'exemplarité vient de laisser apparaître ses failles les plus profondes, en direct, devant ceux-là même qui en sont les piliers. Et ce dérapage n'a rien d'un accident isolé. Il s'inscrit dans une continuité. Fouzilja traîne derrière lui une réputation qui dépasse largement cette scène. Lors de la dernière CAN féminine, déjà, son comportement au bord du terrain avait suscité l'incompréhension et l'indignation. Des arbitres avaient, à mots à peine couverts, évoqué des pressions insistantes. Des responsables africains parlaient en privé d'un climat pesant, fait d'intimidation, de rapports de force permanents et de lignes rouges franchies sans conséquence. Pourtant, à chaque épisode, le même constat s'imposait, aucune sanction significative. Aucun rappel à l'ordre public. Aucun signal fort envoyé par la CAF. Comme si certaines figures bénéficiaient d'une forme d'immunité tacite, d'un statut particulier qui les placerait au-dessus des règles censées s'appliquer à tous.
Le message transmis, volontairement ou non, est d'une clarté troublante. Dans cette maison, l'égalité n'est pas une réalité. Les principes varient selon le poids politique, l'influence et les alliances. Et tant que cette logique perdurera, chaque incident de ce type ne sera pas une surprise, mais la conséquence inévitable d'un système qui tolère l'inacceptable jusqu'au point de rupture. Au centre de cette tourmente, la Confédération africaine de football donne aujourd'hui l'image d'une institution fragilisée, presque débordée par les événements qu'elle est pourtant censée maîtriser. L'édifice tient encore debout, mais les fissures sont visibles à l'œil nu. Depuis plusieurs semaines, les révélations s'enchaînent, s'additionnent, et finissent par dessiner un tableau inquiétant. La désignation des arbitres, pilier fondamental de toute compétition crédible, suscite interrogations et soupçons. Certains choix paraissent incohérents, d'autres difficilement justifiables au regard des performances ou de l'expérience. La gestion disciplinaire, elle aussi, divise profondément. Des sanctions jugées disproportionnées pour certains, une indulgence troublante pour d'autres. Une justice à géométrie variable qui alimente le sentiment d'injustice et fracture un peu plus la confiance des fédérations et du public. En interne, des audits ont mis en lumière des zones d'ombre préoccupantes. Conflits d'intérêts, décisions prises sans véritable cadre transparent, circuits d'influence informels. Autant d'éléments qui donnent l'impression d'une gouvernance pilotée davantage par des équilibres politiques que par des règles claires et assumées. Le fonctionnement paraît opaque, parfois improvisé, loin des standards exigés d'une institution continentale de ce poids. Mais c'est sans doute un dossier précis qui cristallise toutes les tensions. Celui du secrétaire général, Véron Mozangomba. Selon plusieurs sources concordantes, il aurait continué à exercer ses fonctions, de manière officieuse, alors même que la limite d'âge réglementaire était dépassée depuis le mois d'octobre. Une situation explosive. Car au-delà du symbole, les conséquences juridiques pourraient être considérables. Chaque décision, chaque signature, chaque instruction émanant de son autorité pourrait, à terme, être contestée. Et avec elle, la validité même de certaines décisions prises durant cette période. Dans ce contexte déjà inflammable, les luttes de pouvoir internes n'ont fait qu'aggraver la situation. Guerre d'influence, alliances stratégiques, rivalités régionales parfois anciennes. La CAF apparaît comme un champ de bataille politique permanent, où chaque décision est scrutée, interprétée, soupçonnée d'arrière-pensée. Le sport, peu à peu, se retrouve relégué au second plan. C'est à la lumière de cette réalité que la finale Maroc-Sénégal prend une toute autre dimension. Ce match n'a jamais été qu'un simple affrontement entre deux grandes nations du football africain. Il est devenu le point de convergence de toutes les tensions accumulées, l'aboutissement d'un système sous pression constante, maintenu à flot par des compromis fragiles. Sur le terrain, les joueurs disputaient un trophée. En coulisses, c'est l'équilibre même du football africain qui menaçait de s'effondrer. Ce soir-là, la finale n'a pas seulement désigné un vainqueur. Elle a révélé, au grand jour, les limites d'un modèle arrivé au bord de la rupture. Des sanctions disciplinaires sont désormais dans les tuyaux. Elles devraient concerner, dans un premier temps, certains joueurs sénégalais, identifiés par les instances comme acteurs directs des débordements observés en marge de la finale. Une réponse attendue, presque automatique, tant le règlement impose des mesures visibles pour préserver l'ordre et l'image de la compétition. Mais cette fois, l'opinion ne s'arrête pas au terrain. Les regards, lourds de suspicion, se tournent vers le sommet de la pyramide. Car au-delà des acteurs visibles, ce sont les décideurs qui cristallisent désormais toutes les interrogations. Plusieurs dirigeants de la CAF pourraient être amenés à s'expliquer, à commencer par le secrétaire général, placé en première ligne d'une crise qui dépasse largement le cadre sportif. D'autres noms circulent, d'autres responsabilités sont évoquées. Reste une incertitude tenace, celle de savoir si cette tempête débouchera enfin sur un véritable assainissement, ou si elle suivra le scénario trop souvent observé par le passé, celui d'un scandale absorbé par le temps, sans remise en cause structurelle. L'histoire récente du football africain incite à la prudence. Les crises se succèdent, les indignations s'expriment, les promesses de réforme s'enchaînent. Puis le silence revient. Les équilibres se reconstituent. Et les mêmes pratiques, sous d'autres formes, refont surface. C'est précisément ce cycle que beaucoup redoutent aujourd'hui. Car l'enjeu dépasse largement les destins individuels. Il dépasse les sanctions, les suspensions, les communiqués officiels.
Ce qui se joue désormais, c'est l'avenir même du football africain. Sa crédibilité. Sa capacité à se projeter dans le futur sans être constamment rattrapé par ses démons internes. La CAF ne peut plus se contenter de réponses cosmétiques, de décisions symboliques destinées à calmer l'opinion sans traiter les causes profondes. Elle doit se regarder en face, avec lucidité et courage. Réformer ses mécanismes de gouvernance. Assainir ses procédures. Rompre clairement avec des pratiques héritées d'un autre temps, où l'influence primait sur le droit, et où le silence valait approbation. L'enjeu est immense. Redonner confiance aux joueurs, qui doivent croire que leurs performances sont jugées équitablement, aux supporters, qui investissent leur passion et leur foi dans ce football, aux fédérations, qui attendent des règles claires et identiques pour tous. Rétablir une vérité simple, presque évidente, mais trop souvent bafouée. Sur le terrain comme dans les bureaux, le football doit être juste. Faute de cette révolution interne, la Coupe d'Afrique des Nations continuera d'offrir des matchs spectaculaires, des talents flamboyants, des émotions uniques. Mais derrière le spectacle, elle laissera planer une ombre de plus en plus lourde. Une ombre capable, à terme, d'effacer ce que le football africain a de plus précieux. Sa passion, sa fierté et sa crédibilité.